Tagazak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à me voir dans ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguerez en compagnie de Chacha, Salut. Ordos, Salut. Atreide Et salut à tous. et moi-même Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne tombera pas automatiquement devant vous. Veuillez donc vous équiper d'une bière sur le second degré et c'est parti pour le décollage. Alors, aujourd'hui dans notre épisode, nous parlerons de la musique de film, la bande originale, la soundtrack. Donc nous parlerons chacun d'une BO qui nous a marqué, puis de son histoire et comment est-ce qu'elle a intégré le cinéma en devenant une composante à part entière de la production d'un film. Et enfin, on finira sur ce qu'elle a apporté à la pop culture comme d'habitude. Film, pardon. J'ai dit quoi? Ouais, c'est bien. On fait que film? Oui, aussi. Non, elle a un tropisme, mais du coup, on pourra parler de ce tropisme quand on parle de bande-son. En fait, on pense surtout à la bande-son de film. Donc, moi, ça me va qu'elle ait fait cette petite erreur. Il y a plein d'autres bandes-son. Il y a la Non, mais bande-son. c'est pas une erreur. Non, mais c'est pas une erreur, mais c'est juste. Nous, on se contente d'un film ou pas? Du coup Non. Est-ce qu'on a mal compris les consignes? Pardon. J'ai dit film parce que du coup je voulais pas de film en général, de film principalement parce que c'est la première chose à laquelle effectivement je pense, mais non, je voulais aussi parler de bande-son en général. C'est bien, on est à 1 minute 30 et vous commencez déjà à me mansplainer, c'est insupportable. Mais non, mais j'ai juste eu un doute sur les consignes, parce que du coup, j'ai l'impression que t'expliquais des trucs qu'on sait pas. Bref. Moi, C'est j'avais qui ai tout mal, compris, faut pas Lilith. chercher. C'est pas Moi, du tout j'avais du tout mansplain, compris. pas du tout. Bon, c'est ce que j'ai écrit dans mon incro, faites pas chier. Pardon. Alors, pour être super honnête, du coup, j'ai mis vos noms nous à tous les quatre sur une roue qui va décider qui commence à parler de sa BO préférée, que ce soit donc de films ou de jeux vidéo ou d'autres choses. Voilà. Donc je vais pas vous partager mon écran parce que ça va être chiant. Donc c'est parti. Et c'est Chacha qui commence. Oh, waouh. Chacha, quelle est ta BO préférée? Ta bande originale. C'est pas ma BO préférée parce qu'il y en a plein d'autres qui vont ponctuer ma vie, mais Ou qui t'a marqué. C'est une bande-son qui m'a beaucoup marqué. Et ce n'est pas une bande-son d'un film, c'est une bande-son d'un jeu vidéo, mais aussi d'un livre, même si je ne l'ai jamais lu. C'est la bande-son de Baldur's Gate. Alors pour la petite histoire, Baldur's Gate c'est un jeu vidéo qui est sorti en 1998. C'est un jeu qui s'inspire qui est un univers de fantasy inspiré par Donjons et Dragons. Et l'intérêt de cette bande son, c'est que elle a un côté très très martial en fait. Dès le menu du jeu, on est plongé dans un environnement par une musique aux forts accents guerriers. Et par ailleurs, tout le long du jeu, on va être accompagné par tout un ensemble de sonorités typées 90. Je ne sais pas quel est le synthétiseur derrière qui a servi d'échantillonneur, mais en tout cas, ce sont des flûtes, des instruments médiévaux qui vont donner à cette musique de 98 une tonalité particulière et qui me reste encore profondément dans la tête. Et c'est pas pour rien parce que le mec qui est derrière s'appelle Michael Aonig. C'est un Allemand, il a participé à Tangerine Dream dans sa prime jeunesse, ensuite il a fait partie d'un groupe allemand qui s'appelle Agitation Free,
qui fait partie de la mouvance Krautrock, c'est-à-dire du rock allemand. Il a fait la BO de plein d'autres films ou films télévisés ou séries télévisées qui sont vraiment pas terribles et pas très connus. Mais voilà, je tenais quand même à rappeler que sa musique, Baldur's Gate, c'est la seule musique de jeu vidéo qu'il ait faite. Il a un peu travaillé sur le deuxième, mais c'est une musique qui est assez fantastique, que je vous invite pour vos sessions de travail ou quand vous avez envie un petit peu de vous échapper plutôt que d'écouter de la musique de taverne comme le fait Ordos. Écoutez la musique de Baldur's Gate, ça vous met tout de suite dans un mood un peu particulier. On a envie de prendre une épée, de prendre un cheval et d'aller lutter contre les hordes du mal, même si le jeu est plus complexe que ça. Voilà. Alors, je vais t'arrêter tout de suite parce que, moi j'écoute de la musique de taverne, ok. Comme il y a des tavernes dans Baldur's Gate, je peux très bien écouter la musique de Baldur's Gate de taverne. Donc finalement, ça marche, tu vois. Très bonne musique de taverne d'ailleurs. Bah ouais. Vraiment, l'ensemble du jeu, l'ensemble des musiques du jeu sont... Bon, faut dire que j'étais aussi jeune à l'époque, hein, ça fait un peu Madeleine de Proust, hein, j'étais gamin, et c'est un des gros jeux qui m'a marqué. Il y avait une durée de vie d'à peu près 110 heures, 130 heures facilement, si on comptait tout faire, donc forcément, comme pour d'autres gens Final Fantasy VII, celui-ci, il m'est resté dans la tête. Et du coup, tu l'écoutes quand tu travailles? Je l'écoute quand j'écris des scénarios de jeux de rôle, figure-toi. Et je le mets aussi lorsque je fais des sessions de jeux de rôle, principalement. Mais ça m'arrive aussi de l'écouter quand je travaille. Baldur's Gate étant un jeu de rôle, enfin un jeu vidéo, jeu de rôle basé sur les règles d'un jeu de rôle. Voilà, voilà, ça marche assez bien. Quoi. Classe. Ensuite, tu as fini, Chacha, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai fini, ouais. Et pourquoi elle t'a tant marqué que ça au final? Pourquoi elle m'a tant marqué de ça? Parce que la première fois que je me suis chopé Baldur's Gate, c'était... j'avais beaucoup de chance parce que y avait un problème avec l'ordinateur du salon. Je crois qu'on avait été inondé ou quelque chose comme ça. Donc l'ordinateur s'était retrouvé dans ma chambre. C'était un vieux PC, mais comme Baldur's Gate demandait pas beaucoup de RAM ou de carte graphique, je l'avais installé. Et j'ai passé vraiment littéralement mon week-end à ne pas sortir de ma chambre et à jouer en boucle à ce jeu parce que j'avais l'impression que tout était possible. On pouvait aller d'une carte à une autre, explorer, rencontrer des trucs partout. Et la musique m'est restée, m'a trotté dans la tête pendant 48 heures. Vraiment, je me suis même pas lavé ce week-end-là. Donc je pense que c'est aussi une manière de rencontrer une bande-son quand vous êtes confronté à une sorte d'ermitage, de retrait du monde. Voilà. J'ai pas fait mes devoirs aussi ce week-end-là et ça m'a mis dans une grosse difficulté. Mais j'ai été jusqu'aux mines de Nashkel et vraiment il y a un niveau dans les mines où on doit questionner. Il y a un problème, le fer tient pas. Donc on descend dans les mines pour étudier le problème et la musique est tellement angoissante, enfin à l'époque en tout cas, ça me faisait très très peur parce qu'on peut discuter avec tous les mineurs qu'on rencontre et tous les mineurs nous disent qu'il y a des démons à l'intérieur de la mine, enfin bref. Et vraiment je flippais quand j'allais me coucher, pour les quelques heures que j'ai dormi ce week-end-là, je rêvais de ça. Voilà, moment assez Madeleine de Proust quoi. Et donc écouter une BO sale, en étant pas lavé, tu recommandes du coup? Ah mais enfin j'étais jeune, hein. Je pense que c'est pas un truc à faire en général, surtout si vous vivez avec d'autres gens. Effectivement. Donc c'est plutôt un truc de geek célibataire. C'est un truc de geeks qui ont du temps pour jouer à des jeux vidéo. Et qui avait à l'époque aussi un PC. Hein. Oui, quand même, aussi. hein. On fait partie de la case privilégiée. Mais moi, je me rappelle aussi, parce qu'on va rajouter un petit peu à la Madeleine de Proust, mine de rien, c'est un jeu aussi, et c'est la première fois que nous, on avait connu le jeu de rôle. Et comme il est revenu souvent, là, on peut en discuter. Donjons et Dragons, nous on l'avait connu parce que nos parents y jouaient et c'était la première fois qu'on voyait ce jeu-là sur lequel on avait joué quand on était assez petit, qu'on le voyait sur un PC quoi. Et c'était assez fou de se dire waouh, ils ont retranscrit toutes les règles qu'on connaissait, où on prenait les vieux bouquins anciens qui étaient en anglais, qui étaient tout poussiéreux machin, et maintenant on les a là, oh là là, c'était dingue.
Et vraiment, c'est ça aussi qui a joué. C'était comme on n'a jamais eu de console, de machin et tout, les RPG, on n'en avait jamais vraiment fait. Et c'était vraiment le premier qui était si profond, où tu te dis, ah, tu peux créer toute classe. Enfin, c'était vraiment dingue. Et la musique, du coup, a joué beaucoup. Et la musique accompagne complètement la narration parce qu'il y a quand même il y a quand même des gros twists dans ce jeu. Enfin voilà, c'est un monument de l'histoire des jeux PC. Voilà. Ça va être Madeleine de Proust Tour, cet épisode, je pense. Ça pourrait être intéressant, on en a plein, je pense. En vrai, on en pourrait en parler de plus. Lilith, qui d'autre? Eh ben, figure-toi que c'est moi la suivante dans Ah. le hasard qui est tombé sur ma roue. Alors moi, j'ai pas mal hésité avant de choisir quel soundtrack je pouvais vous présenter. J'aurais pu présenter la première bande originale que j'ai achetée, c'était celle du Roi Lion, et après celle de Pokémon. J'aurais pu mentionner des génériques de séries assez mythiques comme celle de Walking Dead ou Game of Thrones parce qu'elle annonçait chaque semaine un nouvel épisode et c'était assez... elle avait aussi un côté assez épique, ces bandes originales. En tout cas celle du générique. J'aurais pu parler de celle du Donjon de Nullbuck, la série audio sur internet qui a marqué mon enfance et un peu l'univers fantastique que j'essaie de développer à ce moment-là. J'aurais pu parler de la musique de la pub de Kezak, qui m'avait, à l'époque où je regardais la télé, et qui s'appelle Ryo Kezak avec cette super musique de fond, ou Zizou. Ah non, ça c'est Volvic. Non, ça c'est Volvic quand c'est Zizou qui remet ce Zizou, soir. c'est Volvic. Kezak, merde. c'est Ridley Scott qui est derrière la Ah oui, réalisation. ça c'est Ridley Scott pour Ouais. la réalisation de la pub. J'aurais pu parler du jeu vidéo, alors pour le coup aussi, moi j'ai beaucoup aimé Divinity Original Sin 2 par Borislav Slavov, au point que j'ai acheté le vinyle. Mais vraiment, cette BO vraiment parfaite pour un jeu, en tout cas à mes yeux. J'aurais pu parler, en parlant de Ridley Scott, j'aurais pu parler de celle de Blade Runner par Vangelis, enfin, où pareil, je connais assez bien les morceaux. J'aurais pu parler de The Thing, où John Carpenter est assez connu pour composer sa propre musique de film, mais là pour le coup c'est Ennio Morricone qui a fait le thème assez connu. Ou encore Matrix Reloaded, parce que c'est une BO qui m'a fait découvrir des groupes de métal. Et encore, dernièrement, j'ai beaucoup aimé celle de The Batman, de Matt Reeves, avec Michael alors je sais pas du tout comment ça se prononce, Giacchino. 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 J'ai beaucoup aimé ce thème qui rappelle un petit peu la marche impériale de Star Wars, donc voilà, elle m'a beaucoup marqué. Mais bon, sans trop de surprise, j'ai choisi Harry Potter, celle du premier, donc Harry Potter, l'école des sorciers, de Christopher Columbus, mais donc composé par John Williams. Et alors pourquoi cette BO? Parce que ça correspond à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au film, pas uniquement comme des médiums de divertissement, mais aussi comme un énorme processus créatif qui aboutit à une œuvre assez complexe. Et c'est le premier film pour lequel je me suis penché sur le making-of en achetant le double DVD, et où j'ai découvert toute l'ampleur de la production du film. Et c'est probablement la seule bande originale que je peux écouter, et quand j'écoute un morceau, je sais à quelle scène précisément il fait référence. Donc je me refais, à chaque fois que j'écoute le film, la BO du film, je me fais tout le film dans ma tête, scène par scène, quasiment. Et le thème principal, Hedwig's Theme, a été repris dans tous les épisodes de la saga, y compris le spin-off des Animaux Fantastiques. Et c'est vraiment le morceau qui, à chaque fois que je l'entends, me fait retomber en enfance, donc ce qu'on disait tout à l'heure, et ça me fait vraiment tresser les poils sur les bras parce que je sais à nouveau que je vais plonger dans cet univers magique qui est Harry Potter et que j'adore, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment aujourd'hui c'est le thème à la manière que la marche impériale et le thème Star Wars que tout le monde reconnaîtra. C'est vraiment le thème d'Harry Potter où je pense que tu peux le mettre n'importe où. Aujourd'hui, il est instantanément reconnu et évoque à tout le monde des souvenirs ou un univers. En tout cas, ouais, c'est vrai que juste ce thème-là, c'est vrai que c'est rentré dans les canons les canons hyper connus de films, ouais, effectivement, comme Star Wars ou Indiana Jones, quoi. Et je pense que John Williams y est un peu pour quelque chose. C'est marrant parce que c'est typiquement le genre de musique, de situation initiale, c'est d'une grande histoire. Parce que quand on parle, quand on l'écoute, alors
moi, je connais pas très très bien Harry Potter pour le coup. Je me suis souvent, enfin, tous les films, je crois que j'en ai pas vu certains, surtout les derniers. Mais ça fait vraiment penser au tout début, ils sont enfants, il y a le côté magique un peu, tu vois. C'est vraiment le côté où il se passe rien. Tu sais, c'est pas le côté où, oh là là, enfin, ils en chient, je sais pas quoi. Et c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, tu sais, ce morceau de la comté qui est très 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 présent, mais qui est pas, enfin, si tu prends toute la trilogie machin, il revient pas souvent finalement, mais c'est celui-là qui touche le plus parce que tu es vraiment dans un endroit où tu dis c'est le côté calme, c'est ah là là, tout va bien, tout machin, et c'est après qu'il y a les événements dramatiques et tristes, mais ces trucs-là, c'est vraiment des chouchous, tu sais, c'est des petits plaids dans lesquels tu te mets, et après tu vas prendre ton petit chocolat chaud, tes petits... Enfin, tu vois, c'est ça, c'est ce genre de thème qui te met bien, quoi. C'est effectivement un thème qui permet de... Enfin, comme du coup tu dis pour la musique du Seigneur d'Anneau, ou pour Star Wars, c'est un thème qui... Enfin, tu sais que ça va lancer une aventure. Ouais. Et qui va être épique et qui va être prenante et sur laquelle tu vas effectivement te plonger à corps perdu et que tu vas apprécier. Et puis surtout, il a cette espèce de sonorité un peu. On a d'abord toute cette espèce d'étrangeté qui arrive dans le thème où on sent qu'on va avoir des choses un peu pas normales, etc. Dans les sonorités de cette mélodie, il y a un petit peu de malice aussi, des choses comme ça, avant de virer vers quelque chose de plus épique qui monte un peu. Et en fait, en soi, ouais, c'est ça, et résume assez bien ce que va être Harry Potter, alors que tout n'était pas écrit à l'époque, hein. Et ça là-dessus, c'est encore à mettre au bénéfice de John Williams dans ses nombreuses bandes originales assez folles. Il y a un petit gars qui mériterait être connu quand même. Ouais, il mériterait qu'on lui donne plus d'argent pour faire des films. Mais après, du coup, ouais, c'est avec ce film-là que j'ai découvert John Williams, et après que j'ai compris qu'il avait fait d'autres films qui ont marqué mon enfance, ou alors ou pas, hein, mais qu'il avait fait la musique d'Indiana Jones, tout ça. Enfin, c'était vraiment une bonne découverte dans le monde musical et cinématographique pour moi. Et puis c'est de toute façon un compositeur de référence qui a chamboulé en grande partie aussi le cinéma hollywoodien moderne, hein. Ah bah, c'est à cause de lui qu'on pleure ou qu'on rit ou qu'on vit des émotions fortes dans des films, ça c'est sûr. Ensuite, c'est à Ordos de nous parler de la musique qu'il a aimée. Oui, oui, oui. Alors, moi, c'est pareil, hein, si tu veux. J'aurais pu parler de plein de bandes son, à tel point que pour bosser, j'écoute que des bandes son, soit de jeux, soit de films, soit de machin. Bon, bref, c'est vraiment un truc que je fais. Donc, j'ai pas tiré aux cartes, hein, mais je me suis quand même basé sur un truc. Et ça va être donc la bande son de La Reine des Neiges. Une bande son incroyable avec un vrai, un vrai côté épique. Oh merde. On a une chanteuse française absolument incroyable. Comment elle s'appelait? Anaïs. Ah, tu parles de la bande-son de La Reine des Neiges 2? Non, La Reine des Neiges 1 avec Anaïs Delva, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, une super BO. Mais non, bien sûr, je vous fais marcher, même si c'est une très très bonne BO. On en reparlera hein, par contre, hein, parce que oui, c'est intéressant. oui, on en reparle. Ben oui, parce que c'est une très très bonne BO, mais on va pas la mettre là parce on était un peu vieux quand la Reine des Neiges était sortie. Et comme on parle des Madeleines de Proust, du coup c'est pas forcément Madeleine de Proust quoi. Bref, je diverge. Donc moi je vais parler d'un. Tiens, c'est Burger de Proust. Non pas d'une. Hein, quoi? Burger de Proust. Non, c'était pas bon. Pourquoi? Si. J'ai fait rire Lilith, donc ça va. Ouais, bah écoute, très bien. Par contre, tu vois, moi j'étais en train de parler, donc t'as cassé mon mojo. Attends, je parlais de quoi déjà? Oui, ma bande son. Donc, ma bande son, ça va pas être une bande son de musique de film, même si j'aurais pu parler d'une des bandes son qui m'a le plus marqué. Vous savez quoi? Je vais faire une digression. Après tout, on n'est pas à 2 heures près de podcast. J'aurais pu parler d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La bande son est de John Bryan. Donc c'est un film qui a été fait par Gondry et je me souviens c'est un des seuls films qui m'a pu me scotcher devant ma télé. Il était passé un samedi comme ça, je m'étais posé, je fais qu'est-ce qui se passe, et là d'un coup t'as juste un morceau de contrebasse qui arrive et je suis resté scotché du début jusqu'à la fin. Mais je vais pas vous parler de ça, même si j'ai digressé. Non, je vais vous parler de Little Big Adventure.
C'est un jeu qui est sorti en 94 sur PC. Parce qu'on se refait pas, c'est vrai qu'on avait un PC à l'époque, donc on a fait beaucoup de découvertes là-bas. Et c'est une des premières BO à l'époque que j'ai pu écouter d'un jeu qui était sur un disque laser. Et mine de rien, c'était une petite prouesse à l'époque, et donc le thème principal arrive dès le menu en fait, et ça nous avait complètement emporté, une musique à moitié épique qui a invité au voyage, et qui était complètement dingue, qui avait été composé par Philippe Vacher, quelqu'un qui n'est pas très très connu, qui en fait était on va rappeler, c'est Little Big Adventure, c'est un jeu français, et donc c'était une petite boîte qui s'était sortie d'infogramme, une grosse boîte française à l'époque, et qui avait voulu faire un jeu vidéo. Et donc ils avaient donc sorti ce jeu qui avait donc un compositeur pas très très connu, qui avait été un peu développeur pendant un temps, qui s'était mis à la musique informatique à ses tout débuts, puisque en 94, faut savoir qu'il n'y avait pas toutes les possibilités qu'on a maintenant, principalement tous les albums studio, toutes les musiques qu'on entend sur Spotify, il y a énormément de choses qui sont faites via l'ordinateur. Et donc à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué. Et lui avait commencé à faire des samples, à composer tout ça, alors qu'il n'avait pas forcément une formation là-dedans. Et pourtant, il a créé un des chefs-d'œuvre de la musique de jeux vidéo, ou en tout cas, je le vois comme ça. Et il nous a vraiment transportés. Donc maintenant, le gars, hein, il a bien vécu. Hein, il a fait d'autres petites BO. Il a inauguré une école de jeux vidéo et de création en Inde, et il a ressorti d'ailleurs la BO de Little Big Adventure en 2021, vraiment avec cette fois-ci un vrai orchestre, et je vous invite à l'écouter. Donc ça s'appelle Little Big Adventure Symphonique, et c'est vraiment très bien, mais en tout cas c'est la BO qui m'avait le plus marqué, parce que c'était un des premiers jeux qu'on avait eu, donc le disque laser, et le fait qu'on joue on joue un petit bonhomme qui doit se battre contre une dictature totalitaire, qui est en plus de ça, qui est l'élu d'une prophétie. Enfin bref, c'est vraiment tout ce que tu veux quand tu es un petit gamin de 7 ans, je pense, parce qu'on avait 7 ans, 7-8 ans, je sais plus. Et c'était vraiment incroyable. Et en plus de ça, c'était en 3D, et chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Donc voilà, et j'ai beaucoup digressé, je pense. Mais donc je vais m'arrêter là, et je vais laisser du coup le dernier, c'est Atreide qui doit parler de sa BO. Non, mais juste pour Little Big Adventure, Philippe Vacher a un peu réinterprété les pièces, hein. Pour l'écouter, en fait, il y a même des morceaux qui ne ressemblent plus du tout à l'original, donc ça peut être intéressant aussi de comparer entre les deux. Tu veux parler de son symphonique qu'il a sorti en 2021 et qui est disponible sur Spotify et Deezer, et qui permet quand même d'avoir une approche qui se passe du jeu vidéo pour celles et ceux qui n'auraient pas joué, qui voudraient le découvrir. C'est vraiment pas mal du tout. Donc en fait, tu veux dire qu'il a réécrit des nouveaux morceaux à la place d'anciens pour certains moments du jeu vidéo? Il a réarrangé. Voilà, il a réarrangé ces morceaux, et en fait il a rajouté des passages dedans qui sont pas du tout dans l'original. Mais sans doute parce qu'il aurait voulu mettre plus dans l'original et qu'il était limité par les moyens de l'époque. Et puis qu'il n'avait pas le même bagage voilà. non plus, hein. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à moi j'aime l'impression moins, mais c'est pendant mon le jeu? côté burger de Proust. Voilà. Je la retente une deuxième fois quand même. Toujours pas. Ouais. Juste pour info, j'ai dit symphonique, mais c'est symphonique suite, hein. C'est pas juste symphonique. C'est pas symphonique édition, quoi. C'est symphonique suite. Suite symphonique de La Petite Grande Aventure. Merci Ardos. Bon, et toi, Atreide, tu vas nous parler de la BO de Dune, le film des années 80. Peu de chance. Non, même si effectivement c'est peut-être une des rares choses à sauver du film de 80. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est pas grave. Non, moi, bon après, comme vous tous, j'ai beaucoup hésité. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. La BO du Seigneur des Anneaux, la BO de Star Wars, voilà, de plein de choses. Et j'ai décidé de m'éloigner un peu du côté Madeleine de Proust pour parler peut-être d'une BO un peu plus récente, que nos auditeurs pourraient peut-être ne pas forcément connaître. Et à ce moment-là, effectivement, il y en a eu un peu moins qui se sont présentés à moi. Et voilà, et parmi toutes celles-là,
J'ai beaucoup hésité. Il y avait celle de Spider-Man Into the Spider-Verse qui me tentait beaucoup. Enfin bref, j'en ai eu plusieurs et au final j'ai décidé de partir. Malheureusement sur un truc où vous pouviez m'attendre, c'est sur la BO donc de Nier Automata. Parce que bah, en fait les jeux Nier et Nier Automata sont des jeux qui m'ont marqué très récemment en fait, mais qui m'ont marqué comme je pense rien ne l'a fait. Tu peux donner des titres de jeux pour lesquels il a composé? Alors le compositeur des musiques de Nier et Nier Automata c'est Keiichi Okabe. C'est un japonais donc. Oui, tout à fait. Et en fait Keiichi Okabe a fondé un studio qui s'appelle le studio Monaka. Et donc lui avait composé avant des musiques pour Tekken. Ah, Voilà, parce que pourquoi pas. peut-être moins le délire. Et en fait, aujourd'hui, il a surtout été remarqué justement pour ses bandes-sons sur Nier, Nier Automata et aussi Drakengard 3. Et en fait, c'est quelqu'un qui accompagne souvent donc Yoko Taro, le créateur de la licence Drakengard et Nier. Et son studio, bah, du coup, aujourd'hui, a acquis quand même une très grande renommée. Et donc, c'est un studio qui, je pense, on va être amené à avoir de plus en plus dans les musiques de jeux vidéo. Cool. Et donc voilà, et donc du coup moi vraiment cette BO là, et notamment, enfin il y en a plein, c'est tellement difficile de choisir, mais notamment la musique qui s'appelle Weight of the World, qui est donc la musique du générique de fin de Nier Automata, mais comme il y a 5 fins, il y a 5 variantes de cette musique, et la dernière variante, je la trouve vraiment peut-être la plus complète de ce jeu, parce qu'en fait Nier Automata c'est un jeu qui passe par qui fait référence et qui utilise plein de codes des jeux vidéo, mais des jeux vidéo en 2D, en 16 bits ou autre, et qui intègre tout ça à son gameplay et à son univers. Et bah, la musique commence sur une variation 16 bits du thème avant de partir sur vraiment une grande envolée, et c'est une conclusion finale que je révélerai pas ici parce que franchement elle mérite d'être vécue. Parce qu'elle fait sens avec ce que nous demande de faire le jeu à ce moment-là. Et je pense que c'est un moment de jeu vidéo comme on n'en vit pas deux fois. C'est typiquement ce genre de moment que je serais là, j'aurais envie de les redécouvrir. Parce que la claque est tellement là, c'est tellement fort, tellement impressionnant, les larmes viennent, les frissons, il y a... Waouh, il y a tout qui revient à ce moment-là et c'est géré avec un brio assez fou. Et voilà, et je sais pas trop comment en parler vraiment sans trop spoiler, mais c'est une fin et une bande son de fin qui marque à jamais, je pense, tous les joueurs qui ont fait ce jeu-là et qui me portera toujours. Et si je l'entends à un moment, je sais que j'ai toutes ces émotions-là qui vont revenir quoi qu'il arrive. Et je pourrais pas les en empêcher, quoi. Ouais, c'est ton Titanic, quoi. C'est mon Titanic, effectivement, mon Titanic moderne japonais récent. Et, euh, et ouais, voilà. Et d'ailleurs, il existe une variante de cette musique où la chanteuse se met à pleurer au milieu de la chanson vers la fin. Et ça s'entend dans sa voix, etc. Et en fait, C'est fait exprès ou c'est parce qu'elle est. alors, elle a réellement pleuré lors de l'enregistrement. Et en fait, au studio, ils lui ont demandé de le garder. Parce qu'en fait, bah, c'est ce qu'est la chanson aussi, c'est qu'elle est pleine d'émotions et tout, et donc du coup, en fait, ça a apporté quelque chose, et donc cette variation-là est aussi superbe. Et de manière générale, en fait, cette chanson-là, donc là, elle est chantée, Weight of the World, elle est chantée dans ses variantes, elle est chantée une fois en japonais, en anglais, et quelle autre langue il y a? Je sais En plus. suédois. Il y a une autre langue aussi. Et donc voilà, chacune des variantes est magnifique. Bah, la dernière fois, je crois que c'est une langue inventée justement dans l'univers de Nier. Et une langue qui a été pensée justement pour évoquer les émotions
par les mots plus qu'une vraie langue qui a un sens. En fait, elle s'inspire de plein de langues de notre monde moderne. Et l'idée, c'était d'arranger les mots pour qu'ils aillent avec la mélodie et qui appuient le plus possible en fait les émotions euh, que la chanson est censée appuyer. Et donc voilà. Donc écouter toute la BO de Nier Automata et Nier Replicant, c'est un bijou de bande son. De toute façon, on va mettre tous les liens dans la description du podcast. Parce que pour l'instant, on va pas mettre forcément tous les extraits, mais on vous invitera à écouter et à cliquer sur chacun des liens qui peuvent être assez divers. Et ça peut être intéressant de s'ouvrir à plein de styles différents. Même si à la base, on devait faire de la musique de film, c'est vrai, mais que nous, on a pris la globalité, quoi, finalement. Et Atreide, est-ce que comme Chacha et Ordos, tu écoutes de la musique du coup de jeux vidéo ou de films pendant que tu travailles? Énormément, énormément, parce qu'en fait c'est de la musique pas chantée. Donc c'est toujours, c'est jamais, c'est moins perturbant quand on travaille. Alors en fonction de ce que je fais, j'écoute pas toujours les mêmes ni rien. Celle de Nier et Nier Automata, je sais que ça m'est arrivé de la mettre pendant que je travaillais ou que je préparais des choses, etc. Le problème, c'est assez vite, elle m'emmène et je ne deviens plus, enfin, je ne deviens plus qu'absorbé par cette musique. Et du coup, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais. C'est marrant, j'ai eu le même problème avec Tangerine Dream quand j'ai écouté la première fois. Je divague un petit peu, mais Tangerine Dream, je m'y suis mis parce que bah, je vous ai parlé de Michael Honig pour Baldur's Gate, et en fait, il avait fait partie de ce groupe-là. Et donc, c'est de la musique électronique allemande des années 70. Et pendant un temps, je me disais que c'était de la musique qui m'accompagnerait pour travailler, mais je me suis vite rendu compte que quand je connaissais bien la musique, j'étais plus capable du tout de pouvoir me concentrer en écoutant ça. C'est drôle, hein, quand tu. Même de la musique non chantée, en fait. Ouais, ouais, non, mais moi c'est pareil, hein, je sais que. Alors ça vient de Nier Replicant, donc qui est le premier jeu Nier. Il y a une chanson qui est donc la chanson de Emile, qui est un personnage très très fort de Nier. Et elle a deux variations, et peu importe la variation, quand elle arrive, je peux pas m'empêcher de verser une larme, quoi. Hmm. Donc effectivement, pour travailler, c'est compliqué. Ça perturbe un peu. Ouais, tu m'étonnes. Alors du coup, on va parler de l'histoire de la musique, mais alors pas de la musique au sens large, en tout cas celle que vous, en tout cas globalement vous avez surtout choisi des BO de jeux vidéo. Moi je suis la seule à avoir choisi du coup une BO de film. Et du coup si je vous en parle, moi ce sera plutôt autour des films, mais vous du coup vous allez pouvoir me parler de ce que ça fait dans les jeux vidéo, donc c'est cool. Alors déjà, dans la musique de film, en tout cas dans la musique en général, il y a deux types de musique, on peut dire, globalement, et je pense que ça se rejoint dans le jeu vidéo, sachant que maintenant le jeu vidéo je trouve, commence à ressembler un peu à des films. On voit vraiment cette idée de faire des scénarios assez complexes avec des plans qui se rapprochent de plans ou de plans cinématographiques. Donc on pourrait en tout cas rapprocher ces deux milieux-là. Le premier type de musique, c'est donc la bande originale qui peut être commandée par la production d'un film, d'un jeu vidéo, j'imagine, ou elle peut être une reprise de morceaux déjà existants. Alors je sais pas si c'est forcément le cas, moi je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais est-ce que par exemple dans les jeux vidéo on retrouve des morceaux classiques ou de pop qui existent déjà et qui ont été utilisés dans les jeux vidéo et qui du coup ont habillé un jeu vidéo aussi bien que moi je dirais qu'un film. Bien sûr, Tetris, c'est un classique russe repris. Rien que la musique du jeu où tout le monde pense en premier ou quoi, c'est une reprise de musique classique. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils avaient payé les droits à l'époque, mais Ah bah, il y avait pas la SACEM, hein. voilà, peut-être. Mais non, 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 ouais, ça s'est toujours fait, je pense, dans beaucoup dans beaucoup d'œuvres qui utilisent l'audio. Enfin, ça se fait très facilement. C'est un moyen soit de réinterpréter des choses, soit d'avoir un thème facilement, en fait. Et je dirais que dans le cadre de ces industries-là, que ce soit pour le cinéma ou pour les jeux vidéo, il y a le début, en fait, le fait que c'est un média qui va être créé et qui, au départ, n'a pas son propre vocabulaire, notamment son propre vocabulaire sonore. Donc, ça a été le cas pour le cinéma à ses débuts, après début 20e siècle. C'est le cas pour les jeux vidéo lorsqu'ils ont émergé à partir des années 70-80. Dans les années 70, on n'en parle pas parce que vraiment le niveau était tellement. On pouvait tellement pas composer que c'était. Bon, voilà. Mais ensuite, bah, tu pioches dans des répertoires qui peuvent en fait servir
de référence à tout le monde. Et ce répertoire-là, c'est la musique classique en grande partie, parce que c'est une musique non chantée principalement. Je parle pas des opéras, mais je pense de grands thèmes, hein. On parlait de Tetris, mais pas seulement. Et du coup, bah, c'est clairement ce que tu vas utiliser. Pour, si on revient un peu en arrière, mais ça, Lily, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus que moi. Si on revient en arrière et qu'on on revient sur l'origine des premiers films, en fait, dès 1908, ça c'est Wikipédia qui me l'a dit, dès 1908, on a Camille Saint-Saëns qui accepte de faire de la musique pour un film muet qui s'appelle L'assassinat du duc de Guise. L'assassinat du duc de Guise. On est vraiment là au tout début du cinéma. Et en fait, on va demander dès le départ à des compositeurs. Et la fonction première en fait de cette bande son, c'est une fonction pas forcément d'accompagnement des émotions comme on en reparlera, puisque nous on a tous une petite Madeleine qui est liée à nos souvenirs et nos émotions, mais au départ c'est histoire de cacher le fait que ça fait du bruit. Et pour les jeux vidéo, bah, en fait au départ, si on prend les premiers ordinateurs, la première musique sur les ordinateurs, c'était dans le PC Speaker. Mais le PC Speaker, ça n'est rien d'autre que des bips que fait l'ordinateur lorsqu'il n'a pas de carte son et pas de sortie de carte son. Tu veux dire cacher les bruits du jeu ou les bruits que fait l'ordinateur ou la console? Les bruits que fait la machine, que ce soit pour au début du XXe siècle, la machine qui montre le cinéma, avec les ordinateurs, c'est aussi une manière de dissimuler le bruit de l'ordinateur en tant que tel. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un malaise aussi d'avoir une œuvre qui bouge devant toi et qui est silencieuse. On n'est pas habitué à avoir du silence en fait en face de soi. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est un des premiers trucs qui choque quand tu vas avoir un film dans l'espace et tout, ou d'un coup tu vas avoir ton film qui, tu sais, ils vont te faire une sortie dans l'espace et t'as plus de son, plus rien. Et c'est quelque chose qui fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc je pense que s'ils ont voulu habiller les films, même à cette époque-là, qui étaient muets, c'était surtout que un film, enfin une image qui bouge sans rien, c'est beaucoup moins naturel que si tu as une petite musique qui s'accompagne. Et notamment en plus de ça, puisque à l'époque il y avait beaucoup d'opéra et beaucoup de théâtre, c'est très il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait quelque chose. Et donc là c'est vrai qu'on était sur un nouvel art et je pense que c'est naturellement qu'ils sont venus à faire de la musique en fait. Mais le silence n'est-il pas une musique? Oh bah John Cage il te dirait quoi hein? Oh mon dieu. Non, mais par contre, effectivement, c'est vrai que, et là, on va toucher un peu à d'autres domaines aussi, où il faudra pas qu'on déborde, mais la musique, c'est aussi quelque chose qui va amener, comme on le disait un peu sur le thème d'Harry Potter, c'est quelque chose qui va amener notre imaginaire, une ambiance. On va faire une musique, voilà, qui va sonner un peu plus rigolote, etc. Parce que, typiquement, dans du Chaplin, etc., c'est du gag et autres. À l'inverse, quand il va y avoir quelque chose de dramatique, on va avoir tendance à très vite élancer. Quand il va y avoir des combats, des choses comme ça, on va avoir des thèmes plus martiaux. Hein, c'est aussi ça, c'est qu'en fait la musique, elle accompagne une ambiance, une atmosphère, et elle accompagne un peu l'état d'esprit dans lequel le spectateur doit, entre guillemets, se trouver par rapport à ce qui lui est proposé en fait. Ouais, et en gros, ça associe un son à une image, et du coup, c'est le prolongement de cette image qui crée une émotion. Après, quand tu dis ça, moi je pense à Odin de Quentin Dupieux de 2018, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, où dedans, la musique est complètement contre-productive, c'est-à-dire que la musique est posée complètement hasardeusement sur une. Ouais, Bref. ouais, hasard. De manière hasardeuse. Ouais, hasardamment. Voilà, merci. Ardemment, Parce que hasardeusement. randomly, du coup, Bref, elle est posée comme ça pendant des scènes et c'est pas forcément un moment où il y a une émotion ou une tension à transmettre. C'est vraiment la musique était posée pif comme ça au hasard et en fait tu penses qu'il va se passer quelque chose mais il ne se passe rien et t'as juste la musique qui est là et ça n'a aucun sens. Donc il y a effectivement globalement ça sert à effectivement habiller une image et à entourer une émotion, apporter une émotion à une scène. Mais dans le film de Quentin Dupieux, ça ne sert à rien. Alors je sais pas pour les autres films de Quentin Dupieux parce que j'ai vu que celui-là. Enfin si on avait vu Steak je crois, mais j'ai pas fait gaffe à la BO à ce moment-là. Mais globalement oui, le but c'est effectivement de transmettre une émotion. Alors après historiquement, quand au début du cinéma, effectivement les films étaient
muet, mais était toujours accompagné d'une musique qui était soit jouée au piano, soit au violon, soit à l'accordéon, par un artiste qui était dans la salle, et elle faisait pas effectivement à proprement parler du film. Et les dialogues étaient présentés soit avant, soit après la scène, et l'artiste jouait à ce moment-là un morceau soit que lui avait composé, soit un air qui était déjà connu, soit quelque chose qu'il improvisait. Et on a encore ça aujourd'hui quand on a des ciné-concerts, par exemple à la Philharmonie, enfin quand on voit les ciné-concerts où un film est projeté et où un orchestre vient jouer la musique en même temps, donc ce qui fait de la musique extra-diégétique. On parlera après de intradigétique et extra-diégétique pour entrer dans le sujet, mais dans les années 1910, en fait, à l'époque, les sociétés de production avaient des morceaux, des catégories de morceaux, un catalogue de morceaux qu'ils donnaient au cinéma à choisir pour habiller une scène. Donc tu avais des thèmes comme amour, bataille, enfant, et tu avais des morceaux spécifiques à chaque scène que tu retrouvais du coup dans plusieurs films. Comme on retrouve dans les banques de sons aujourd'hui, libres, C'est etc., où exactement tu as ça. des banques de musique épique, musique de bataille, musique dramatique, et tu peux piocher allègrement là-dedans. En fait, ce Exactement. qui est intéressant dans ce que tu dis, Lilith, c'est qu'en fait, dès le départ, la musique est pensée pour accompagner l'image et donc elle est censée avoir une fonction. Je dirais aussi que ça veut dire que en fait le propos de cette musique-là, c'est pas simplement un propos qui est savant ou qui pourrait être en quelque sorte artistique. C'est vraiment le morceau doit avoir un effet immédiat, il doit être compréhensible immédiatement, intelligible en fait par les masses qui vont venir regarder le cinéma, qui vont venir l'écouter. Et donc, il ne faut pas non plus que ce soit un morceau trop complexe. Ça me fait un tout petit peu penser, mais ça, c'est une déformation professionnelle, au destin de Shostakovich dans l'URSS de Staline, puisque Staline a reproché régulièrement à Shostakovich de ne pas faire suffisamment de la musique accessible pour les masses, pour enrober, enfin pour la diffuser. En fait, l'idée c'était que la musique soit diffusée un petit peu partout, et notamment lors des sièges, lors de la Seconde Guerre mondiale, mais au-delà de ça, c'était une musique qui n'était pas assez efficace, pas assez facile à comprendre pour le prolétariat soviétique. Alors qu'à l'inverse, dans les films d'Eisenstein qui étaient diffusés en URSS à ce moment-là, la musique qui devait l'accompagner était une musique qui avait une seule condition, c'était celle de, entre guillemets, gargariser les masses pour leur faire comprendre à quel point la révolution de 1917 était glorieuse. Donc en fait, on va demander à cette musique de film, cette bande son, en fait, d'avoir une fonction qui est unique et presque parfois un peu simpliste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres exemples peut-être un peu plus complexes. Moi, tu viens de me donner une idée. J'imagine qu'avant, pendant les différentes guerres, alors peut-être pas les guerres du XXe siècle, mais ça d'avant, il y avait souvent un orchestre qui accompagnait en général les armées au combat. Alors je sais plus s'il les accompagnait uniquement sur le chemin vers un combat ou si même pendant le combat il était présent. C'est pour transmettre les ordres. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais l'impression que ça me rappelait. Enfin, tu vois, le fait que ça parle aux masses, moi je pensais au fait d'encourager justement les soldats pendant une guerre et effectivement de leur donner du courage pendant le combat, parce que du coup aussi encore une fois une sorte d'habillage, une façon d'habiller à un moment donné pour transmettre une émotion. Alors, tu as entièrement raison, et tu me fais penser à une anecdote. Alors, j'ai pas complètement la date précise, mais effectivement, il y avait alors, on est plutôt vers l'époque de François Ier, donc au XVIe siècle. Toute la cour de François Ier et un peu après adorait la musique militaire parce que ça rappelait les champs de bataille. Et je ne sais plus qui raconte que lors d'un des gros festins, gros banquets qui prenait un bon gros week-end, les gens avaient été tellement échaudés par la musique qui avait été proposée par les ménestrels que ils s'étaient rués sur leurs chevaux pour aller guerroyer. J'ai plus la référence exacte, la date précise, mais en tous les cas, il faut me faire confiance. Et c'est pas lié au vin. Ou c'est forcément lié au vin et Ouais, tout je ce que pense tu aussi, bouffes, hein. mais vraiment l'idée aussi c'était de rappeler en fait c'était la bande son de ce que vivaient les gens quand ils étaient en campagne militaire, et quand ils étaient plus en campagne militaire, de la musique militaire, ça rappelle un peu ces prouesses, parce qu'il y a aussi un imaginaire de l'héroïsme là, derrière. Et c'est vrai que cet imaginaire de l'héroïsme, moi je parlais de Baldur's Gate tout à l'heure en disant que c'était très martial, mais c'est un imaginaire qui sans doute partage avec des choses qui peuvent remonter assez loin. De toute façon, dès qu'on met un tambour ou un peu une trompette et qu'on lui donne un rythme un peu saccadé,
Mais régulier, saccadé régulier, ça marche pas. Un rythme régulier, en fait, on est dedans. Mais tu vois, est-ce que c'est reconnu par tous? Tu vois, on parle de musique qui te dit ah bah ça va me transmettre des émotions. Ah bah tiens, là tu vas mettre un piano, ça transmet de l'émotion, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est universel? Je pense pas. Est-ce que c'est plutôt, tu vois, ta musique militaire? Est-ce que la musique militaire telle que nous on l'a conçue durant des années en Europe, etc. Est-ce que ça va faire le même effet dans des pays différents? J'en sais rien, mais étant donné que l'industrie du cinéma est diffusée massivement dans le monde entier, en fait, elle diffuse avec elle des codes qui sont très très identifiables et qui passent par le cinéma, en fait. Hein. Ouais, Après, tu vois, t'imaginerais effectivement difficilement un film ou un jeu vidéo, excuse-moi, vas-y, Athlète, vas-y. même une émission de télé, sans musique derrière, tu vois, t'aurais l'impression que c'est vide et que, hormis les bruitages que t'entends, par exemple dans le jeu vidéo, à part les bruitages que tu fais à ce moment-là, que t'as à ce moment-là, moi ça me paraîtrait être une coquille vide. À part visuellement, à part le fait que ce soit visuellement impressionnant, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et après, est-ce que c'est transmissible sur d'autres pays? Oui, enfin, tu prends les films par exemple bollywoodiens, qui sont pour le coup extrêmement musicaux, à la limite de la comédie musicale. Oui, je trouve que c'est des émotions. Enfin, je suis à peu près sûre que les émotions marchent. Même si tu regardes un film bollywoodien, je pense que l'émotion qui sera ressentie par les spectateurs indiens marchera à peu près aussi sur nous. Mais là, on touche à effectivement une des choses fortes aussi de la musique, c'est que elle a alors oui, la musique c'est de la culture, tout ça, ok, mais elle a aussi une grosse force évocatrice au niveau culturel d'un pays, d'une région du monde, et typiquement, effectivement, on va y associer souvent différents instruments rythmiques, etc., qui vont soit évoquer chez un certain public une certaine région, soit à l'inverse, justement, permettre aux gens de ce pays-là de se familiariser avec cette bande-son, ces instruments-là. Et en fait, la bande-son et la musique, c'est aussi un moyen de parler de culture, de différentes cultures, de différentes populations à différentes époques. Et à travers ça, du coup, on peut en jouer pour justement créer énormément de choses au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance du film l'ambiance qu'on veut donner à un média. Et voilà, on avait fait des épisodes sur Prince of Persia. Typiquement, bon, c'est de la musique occidentale, fait pour évoquer l'orientalisme, fait avec quelques instruments venus de là-bas. Souvent dans une banque de sons qui sont sur ordinateur, hein, désormais. Bah, ça dépend pour lesquels épisodes, mais effectivement, c'est de la musique qui n'est pas complètement orientale, elle n'a pas été faite par des orientaux, etc. Mais par contre, c'est de la musique qui, notamment chez le joueur occidental, va évoquer ces sonorités-là et cette culture-là, cet environnement-là. Après, pour l'aspect ambiance, enfin, effectivement, par exemple, selon Georges Méliès, l'idée de mettre la musique, d'avoir une musique, et donc, comme tu disais tout à l'heure, Chacha, c'était de couvrir le bruit que faisait le projecteur, mais c'est aussi parce que le cinéma, et du coup, j'imagine le jeu vidéo, c'est un autre art visuel. C'était en fait, en tout cas, selon Georges Méliès, c'était l'idée de perpétuer la tradition des spectacles visuels comme le cirque ou la magie, qui eux aussi étaient déjà accompagnés de musique. Donc, en fait, c'est créer un autre. C'est aussi accompagner le rythme, une nouvelle fois, de ce que tu as devant toi. Alors, que ce soit en vrai, que ce soit projeté, que ce soit pour jouer. Mais il y a toujours eu cette volonté, déjà même avant le cinéma, de vouloir habiller une scène, d'avoir habillé un moment d'une musique qui va renforcer cette émotion ou qui va en tout cas encourager, créer des émotions par la suite ou à ce moment-là. Ouais, complètement art du spectacle en fait. Hein. D'ailleurs, on parle d'art du spectacle pas pour rien, hein, mais oui, oui, le cinéma ça vient de ça. Tu me fais penser d'ailleurs qu'en fait, si on prend les vieux, vieux, vieux récits grecs, Homère est censé être un collectif de poètes ou peut-être une personne, bref, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, c'était des récits qui étaient censés être chantés. Et je parlais tout à l'heure du XVIe siècle, mais au Moyen-Âge, les troubadours qui venaient dans les cours du château pour raconter des récits de légendes accompagnaient aussi leur voix d'une forme musicale
Donc en fait, finalement, quelque part, le code qui s'est inventé avec le cinéma, parce qu'en fait on peut extraire la musique aussi du contexte dans lequel elle a servi, c'est-à-dire donner à une scène une portée épique, ou lui donner une portée dramatique, ou lui donner une portée romantique. Tous ces codes-là, en fait, avaient déjà toute une référence sur lesquelles se baser. On parlait de musique militaire, mais on peut parler de musique épique avec des choses du passé, encore une fois. Et alors, du coup, à un moment, tu évoquais tout le cinéma hollywoodien, etc., et le fait qu'aujourd'hui, les films de cinéma hollywoodien s'exportent un peu partout dans le monde. Et du coup, tu penses que tout ça s'est uniformisé, ou simplement on a réussi à créer un genre de code commun? C'est pas possible, je pense, ou ce serait un peu naïf de dire que tout est uniformisé par l'intermédiaire d'Hollywood, sachant que la plupart des branches d'Hollywood sont maintenant très déconcentrées. Sony possède une partie des studios, et Sony, c'est une boîte qui est japonaise. Et les Américains ont aussi tenté à plusieurs occasions dans les années 90, par l'intermédiaire d'Harvey Weinstein, de percer sur le marché chinois sans y arriver. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a certains marchés, il y a certains endroits dans le monde où tu ne peux pas pénétrer directement avec ton propre format, mais du coup, tu es obligé de t'adapter. Par exemple, un film qui a très bien fonctionné en Chine, c'est le truc de la Grande Muraille, qui était un film chinois avec... peut-être que vous allez pouvoir m'aider sur l'acteur Matt Damon, qui en général fait plutôt des bons films. Là, c'était pas vraiment un bon choix, mais à l'inverse, un film comme Warcraft a eu un très 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 grand succès en Chine, alors qu'il ne fait que réitérer des codes du film de fantasy, avec sa musique, d'ailleurs, je pense, dont on ne se rappelle pas grand-chose, mais une musique qui est à gros sabots. Euh, voilà, donc je pense qu'il n'y a pas une question d'uniformité, je pense qu'il y a une question d'adaptation, c'est-à-dire que les grands producteurs américains sont conscients que s'ils veulent pouvoir continuer à faire de l'argent sur certains marchés, il faut aussi qu'ils s'adaptent un petit peu à ce que va attendre le public de tel ou tel marché, et donc essayer que ce soit par l'intermédiaire de la narration, mais aussi par l'intermédiaire de la musique ou du marketing, de faire passer le film à l'intérieur. En revanche, il n'empêche qu'à partir du moment où un public s'habitue à un langage qui est celui du cinéma américain, eh bien, il va aussi s'habituer à son code musical. On parlait des films Bollywood, et une partie des choses, si on prend des films Bollywood des années 60 par rapport à des films Bollywood d'aujourd'hui, le changement est vraiment radical. On est beaucoup moins sur la... Alors, loin de moi l'idée de pouvoir traiter de l'ensemble de la production bollywoodienne, puisque c'est vraiment une industrie énorme. Et en tout cas, ceux qui passent la frontière de l'Inde et qui sont diffusés par des plateformes comme Netflix ou autres, présentent des chansons qui sont un petit peu édulcorées par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 60, où on était beaucoup plus sur de la musique indienne traditionnelle. Et c'est un syncrétisme en fait, mais il y a aussi des écoles de cinéma qui se sont installées en Inde et qui sont clairement influencées qui sont en fait des succursales de groupes hollywoodiens. Donc c'est un mélange. Mais moi je pense que en tout cas, la bande son peut être un langage immédiatement accessible, ou en tout cas qui a une portée qui se veut universelle. On peut pas avoir une bande son qui doit être trop de niche, parce que dans la pop culture, on essaye de s'adresser au plus grand nombre en fait. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a eu des évolutions notables, etc. Est-ce qu'il y a des périodes à laquelle on peut constater un peu qu'il y a un espèce de débridage ou d'amélioration, où la musique de cinéma peut-être se complexifie, s'enrichit? Bah, dans la mesure où on passe beaucoup maintenant à de la musique numérique et plus juste de la musique orchestrale, telle qu'on l'avait avant, oui, effectivement, il y a. Alors, je dirais pas. Alors, il y a le paradoxe. Il y a à la fois la complexification, je dirais, et à la fois la simplification. Le fait que, par exemple, maintenant, tu peux composer une mix de films, toi tout seul avec ton ordi et un logiciel. Si je veux demain, si je m'y connais un peu, je peux essayer de composer une musique de film avec une banque de sons, avec des instrus et tout ça que en numérique. Et à l'inverse, alors j'ai pas fait de son, j'ai pas cherché,
Mais je pense qu'effectivement, maintenant, à part effectivement les grosses productions qui peuvent faire appel à des compositeurs et des orchestres symphoniques, ou en tout cas se targuer de pouvoir avoir les moyens d'avoir une production musicale assez énorme, à l'inverse, je sais pas quel est le ratio de films composés avec vraiment des orchestres et le ratio de films composés avec moins de moyens et plus numérique. Pour le coup, je sais pas. Je sais pas si c'est autant le cas pour le cinéma que pour les jeux vidéo. Je pense que c'est une question de choix aussi, c'est-à-dire que quand on crée une œuvre qui va utiliser la musique et le son, il y a le choix de la complexité qu'on va mettre dedans, l'importance qu'on va donner à la musique et du coup la quantité de ressources qu'on va y mettre, le temps qu'on va y mettre, l'argent qu'on va y mettre. Euh, Parce que il y a effectivement des productions, alors beaucoup en plus dans le jeu vidéo avec l'émergence du jeu vidéo indépendant, où en fait on sent qu'il y a eu une grande énergie mise dans la musique, parce que c'est un moyen de se créer une identité, etc. Parce qu'ils avaient des compositeurs assez talentueux parmi leurs équipes ou quoi. Et à l'inverse, on va avoir des gros jeux, des grosses licences qui vont avoir des musiques pas forcément très marquantes, très présentes, pas très originales, enfin qui portent pas grand chose, sans dire qu'elles sont de mauvaise qualité, elles n'ont pas de saveur supplémentaire, on va dire. Donc pour moi tout ça c'est relatif en fait, et les questions de conditions d'enregistrement, etc. Pour moi c'est très lié, en tout cas aujourd'hui, à des choix en fait, à des choix de direction de projet qui sont menés. Je sais pas, on va prendre par exemple il y a quelques années donc le studio Ankama Animation a fait le film Dofus. C'est pas un film qui avait un si grand budget que ça pour un film d'animation, et c'est un film qui a eu une composition et un enregistrement à l'orchestre de Lille, etc. Donc voilà, c'est un choix de mettre vraiment une grosse emphase sur la musique, et d'ailleurs la musique est très très bien et faite par Guillaume Mouzet. Si ça vous intéresse, allez écouter ça, c'est vraiment super. Mais voilà, on sent que artistiquement parlant, c'était un choix dans la création du film de donner une grosse emphase sur la musique. Ouais, je dirais pour reprendre un peu ce que vous venez de dire, hein, que en fait, bon, on n'a pas une si grande connaissance, on n'est pas musicologue, donc loin de nous l'idée de pouvoir déterminer de grandes évolutions dans l'accompagnement musical d'un support visuel, que ce soit film ou que ce soit, on parlait de jeux vidéo. Et je pense par contre que la transformation majeure qui a pu se produire en fait entre le début du XXe siècle et puis la fin du XXe siècle, c'est la diversité des styles musicaux. C'est-à-dire que bon, la musique classique pour les premiers films, d'accord, mais parce qu'en fait c'était considéré comme un art noble. Et avec le développement du jazz, enfin, je sais pas, mais enfin, je, vous, je pense que on parlait de ces orchestres qui accompagnaient les films américains. La musique jazz qui va accompagner les premières comédies musicales, c'est clairement un langage à elle toute seule. Puis ça va se développer après avec les années 60, avec l'émergence d'autres formes musicales. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, on peut avoir un film dont la musique va être composée par Hans Zimmer et qui va être effectivement extrêmement numérique. Ton exemple, Atreide de Dofus, où on fait le choix d'avoir un orchestre et puis bah, des musiques de films qui sont beaucoup plus pop. Je pense par exemple à Marie-Antoinette et comme un Sofia Coppola. Vous avez en fait maintenant la question de l'accompagnement musical peut être aussi intégrée à l'idée que veut se faire du film. Euh, Pas toujours quand c'est des films de commande ou quand c'est des gros films blockbusters. Parfois en fait la musique est un peu téléphonée. On s'attend à ça. Par exemple, voir un Fast and Furious, bon, bah, musicalement, il nous faut une musique qui soit pas trop expérimentale ou qui est pas trop, qui ne soit pas un peu trop à l'écart par rapport au film. Il faut une musique qui fonctionne, quoi. Et d'ailleurs, t'évoquais effectivement le choix de faire un contraste avec Marie-Antoinette, c'est ça? Ouais, ouais. Et moi, dans cette idée-là, et d'ailleurs, ça a failli être ma musique, enfin la BO dont je voulais parler au début, c'était la BO du film Chevalier, Ah qui oui, était un oui, film oui. avec Heath Oui, oui. Ledger, donc l'acteur décédé du Joker des films des Batman de Nolan.
qui effectivement était une relecture un peu moderne d'une aventure de chevalier. On suit un écuyer qui veut changer sa condition et devenir quelqu'un dans ce monde où il n'est rien parce qu'il n'a pas de nom, pas de choses comme ça. Et c'était effectivement le mariage des deux marchait très très bien, c'est-à-dire qu'on avait une scène de début de joute mis sur du Queen, du We Will Rock You, avec tout le public qui tapait sur les balustrades et Ouais, tout. qui tape avec ses mains, ouais. Et le contraste était très fort et en même temps ça marchait très très bien. Et tout le film marche bien dans ce côté aventure chevaleresque, donc très Moyen-Âge, et en même temps cette ambiance très moderne, rock'n'roll, très pop. Et moi, en vrai, c'est un film que j'ai revu récemment et que je recommande plutôt en fait. Il vieillit un peu, mais pas si mal que ça en vrai. En parlant de Queen, du coup, est-ce que tu mettrais sur le même plan, par exemple, les biopics, souvent les biopics autour d'artistes musicaux, comme du coup, pour rester sur Queen, le biopic qu'il y a eu sur plus Freddie Mercury que vraiment Queen? Ouais. Est-ce que tu mettrais sur le même plan que Chevalier, en termes de réécriture musicale ou. Alors je sais pas si celui sur Queen est le bon exemple parce que bon, c'est un film qui a souffert de beaucoup de problèmes de production Hmm. et autres et qui est donc discutable sur beaucoup de ses qualités. Mais après, je trouve pas parce qu'en fait, là dans le cas des biopics, justement, on fait un film sur Queen et donc on va réutiliser ce que crée Queen à l'époque, quand on raconte dans le film à l'époque où ils ont créé cette chanson par exemple. Et donc dans ces biopics, la musique va être vraiment là pour illustrer le moment de cette création musicale. C'est-à-dire que dans le film, on va te recréer tout le contexte, l'ambiance, etc., qui a conduit les membres de ce groupe ou cette personne à créer ça. À l'inverse, Chevalier, c'est pas du tout ça. Chevalier, c'est vraiment prendre le contre-pied, c'est-à-dire on te sort une histoire très médiévale, et donc tu t'attends à voir un truc de chevalier avec de la joute, etc. Machin, et on te fout du rock'n'roll derrière, et c'est cette espèce de contre-pied qui vient te dire, bah écoute, ça sera peut-être pas 100% fidèle, mais en même temps, c'est pas ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve, quand tu utilises effectivement la bande son pour pouvoir avoir un propos qui est anachronique et l'assumer complètement. Pour reprendre encore mon exemple au tout début de notre podcast quand je parlais de Baldur's Gate, c'est des sonorités qui font moyenâgeuses, qui sonnent médiévales, mais on n'était pas au Moyen-Âge et en plus souvent c'est de la réécriture de l'idée qu'on peut se faire de la musique de cette époque-là, tout comme la musique grecque ou la musique égyptienne. Combien de trucs bon bref, en tous les cas, faire ce choix délibéré, que ce soit pour Marie-Antoinette, que ce soit pour Chevalier, de mettre de la musique contemporaine, pop, sur un propos qui est censé se passer dans un temps historique, ça permet en fait clairement de dire aux critiques éventuels qui disent il y a un problème sur l'historicité du truc, ça permet de leur dire bah non, en fait, ce qu'on fait, c'est une œuvre artistique et si on n'a pas envie d'être correct avec l'histoire, ben on peut aussi prendre des libertés. Donc du coup, ça veut dire qu'au final, euh, cette espèce de musique moderne, euh, très pop culture, Queen c'est très pop culture et autres, ça pourrait, enfin, aujourd'hui ça serait vecteur d'identité peut-être, pour toucher un autre public aussi, pour lui parler, pour lui dire non non t'inquiète, je suis pas un vieux film de chevalier, je suis autre chose par exemple. Enfin, Après, pour ça, t'as déjà les films musicaux. Pardon, vas-y, Ordos. Ouais, là, c'est marrant parce que on parlait justement tout à l'heure de Madeleine de Proust. Ah, telle musique, ça me rappelle Harry Potter, etc. C'est très bien hein, que Chevalier ils aient utilisé la musique de Queen. C'est une musique populaire qui n'avait pas besoin d'être dans un film pour que les gens s'en remémorent. Et je pense pas que quand on te fait passer We Will Rock You, les gens se souviennent du film Chevalier. Je pense pas vraiment. non, mais par contre c'est un moyen pour les gens qui regardent le film d'arriver en terrain inconnu. Et tu sais, de Du se coup, laisser c'est emporter l'inverse. très facilement parce qu'ils Ouais. connaissent ça. Et donc du coup la pop culture de cette musique-là va devenir un moyen Mais de du coup, là, parler c'est à un l'inverse. public. C'est au lieu d'avoir une bande-son qui va te faire penser au film, c'est le film avec sa bande-son qui va te faire penser à quelque chose de populaire que toi tu connais.
Et c'est quelque chose qui arrive énormément. Alors, je sais pas si c'est par flemme ou si c'est par machin, mais dans les films d'animation. Je sais pas si vous êtes habitués. Vous pouvez simplement voir, alors pas les Disney qui ont leur propre bande-son machin, mais alors vous prenez n'importe quel film d'animation de DreamWorks ou je sais pas quoi, dès qu'il y a de la musique que vous allez entendre, qui va être souvent des musiques qui étaient populaires à l'époque, vous pouvez situer la date si vous connaissez la musique pop. Et ça, c'est parce que il faut que ça parle à tout le monde qui écoute cette musique-là à ce moment donné, au moment où le film sort. Et c'est vraiment une autre facette de la bande-son d'un film, en fait. C'est complètement l'opposé de tout ce qu'on a parlé jusque-là, quoi. Après, c'est vrai qu'effectivement, à une époque, quand tu regardais un film, il y avait des chansons qui étaient spécialement produites pour le film. Donc je pense à enfin, toutes les chansons effectivement qui sont devenues cultes. Alors je vais prendre celle sur laquelle moi je suis fan en Top ce moment. Gun. Oui, c'est exactement ça. J'allais dire Take My Breath Away de Top Gun par Berlin, qui est un groupe allemand américain. Tu peux nous la siffloter qu'on ait des petits problèmes avec la SACEM? Non, non, Da 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 da. Allez, vas-y. non, je ne chante pas, je suis nulle. Et du coup, effectivement, avant, donc tu as des chansons qui sont devenues cultes parce que le film les a rendues cultes. Alors, je sais pas si pour, par exemple, Stuck in the Middle with You dans. Merde, comment il s'appelle Reservoir Dog. Je sais pas si la chanson existait déjà avant. Mais tu as Eye of the Tiger qui sont devenus cultes, effectivement, parce que le film les a rendus cultes. Et maintenant, on a effectivement ce retour en arrière, cette espèce de retour en arrière qui va avec la nostalgie des années 80, 70, 90, qui pousse à mettre effectivement des choses anciennes dans des films actuels pour pouvoir avoir ce sentiment de nostalgie des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, pour effectivement rappeler ce public-là pour rappeler en tout cas une certaine jeunesse à ce public-là. Ça marche avec alors, les films, comme on voit tous les films, alors je vais pas spoiler un film, non j'en prends un autre, Space Jam, qui fait appel à plein de personnages alors je sais plus, c'était les Looney Tunes, ou Ready Player One qui fait appel à plein de jeux vidéo, d'anciens jeux vidéo, et enfin voilà, il y a effectivement ce que tu dis quand t'as l'impression que maintenant effectivement on entend plus souvent des chansons qui ont déjà été connues et qui permettent de retrouver une certaine ambiance d'une époque dans les films d'aujourd'hui. Moi effectivement ça me fait un peu ça aujourd'hui en regardant un film, c'est pour ça que des fois les BO m'attirent beaucoup moins. Alors, tu retrouves même ça au sein même d'une même licence, parce qu'en fait, par exemple, si tu regardes les Animaux Fantastiques, là on parlait d'Harry Potter en début d'émission, mais les Animaux Fantastiques, moi j'ai vu le dernier il y a pas longtemps, effectivement, donc le thème d'Harry Potter revient à un moment. Je suis désolé, ce moment-là aurait pu être fait ailleurs sans cette musique-là, ça ne changeait concrètement absolument pas le film. C'est-à-dire que du coup, j'ai du mal à le voir autrement que comme un truc en disant, rappelle-toi, Harry Potter, tu sais, tu te souviens, Poudlard, Edwige, tout ça, c'était bien, hein. Et j'ai du mal à le voir autrement que comme un espèce de moyen de raccrocher, parce qu'en plus on est sur un film qui, je trouve, se perd complètement, et déjà le 2 se perdait un peu. Et du coup, d'autant plus dans cet aspect un peu bordélique du film, je peux pas m'empêcher de le voir comme un moyen de raccrocher en disant rappelle-toi, Harry Potter c'était bien. Et dans tous ces remakes d'aujourd'hui, enfin il y a toujours eu des remakes, mais aujourd'hui on en produit beaucoup à gros budget. Et c'est vrai qu'on tente toujours de tirer un peu la corde nostalgique. Et c'est vrai que ne serait-ce que de rappeler le thème original qui a marqué tout le monde, bah, c'est un moyen facile un peu de raccrocher ce public-là. Après, il y a un autre moyen que le cinéma avait déjà trouvé pour rappeler une certaine nostalgie, c'est les films musicaux. Par exemple, alors il y a Mamma Mia qui est beaucoup de l'adaptation d'une comédie musicale avec des chansons de ABBA. Moi, celui que j'avais le plus aimé, c'était Across the Universe, qui en fait, donc les films musicaux, ça permet de créer, tu crées une histoire autour des chansons d'un artiste ou d'un groupe, et ça permet d'illustrer l'histoire. Par exemple, dans Across the Universe, c'est l'histoire d'un gamin, donc c'est Jude, qui vit à Liverpool, qui fait partie de la working class à Liverpool et qui veut retrouver son père et qui va aux États-Unis et qui vit aux États-Unis sur la guerre du Vietnam. Et donc dedans, t'as toutes les chansons réinterprétées par des artistes, alors soit connus, soit pas encore connus à l'époque, mais dedans t'as quand même U2, Bono en tout cas, qui chante deux chansons, dont Lucy in the Sky with Diamonds. Et donc c'était un film peut-être déjà de 2005, je crois, vaguement 2005-2008. Et il y avait déjà une forme de retour, enfin, en tout cas de rappel d'une époque, en tout cas de tentative de réactualiser, de moderniser
un son qui était déjà passé pour des générations plus jeunes, parce que tu as des artistes parce que toutes les musiques ont été recomposées pour le film, spécialement pour le film. Et, mais oui, enfin, effectivement, moi, je suis d'accord un peu avec Ordo, ça fait un peu paresse intellectuelle, artistique. Mais en même temps, les musiques, enfin, les musiques d'époque, enfin, dans les anciens films, je pense que déjà, on faisait déjà appel à des Mhm. morceaux de compositeurs connus. Enfin, je pense que Bien la sûr. chevauchée des Valkyries, je sais pas combien de fois a été utilisée dans des films, quoi. Bien sûr, mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste aujourd'hui, on le voit un peu plus parce que on a l'impression que ces thèmes sont rappelés très très vite en fait. En tout cas, moi c'est mon sentiment et là c'est ma perception personnelle. Vous allez me dire si je m'en éloigne ou pas. Mais aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Et ben là, je sais pas, Harry Potter, j'ai pas l'impression. Bon, c'est quand même un peu vieux, hein, mine de rien, mais je sais pas, ça a 15 ans. On en est à ressortir le thème en disant ah, rappelle-toi il y a 15 ans parce qu'on galère déjà aujourd'hui avec cette Ça licence. fait 20 ans, 2001. 40 ans, 50 ans qu'on ressort le thème de Eh oui. Star Wars aussi, hein, qui est, qui est un Mais grand classique, c'est hein, la même mais en chose, même temps, c'est c'est aussi exactement parce que pareil. ce sont devenus des monuments à part entière. D'ailleurs, c'est marrant parce que je parle de Star Wars, mais c'est le même compositeur. Mais ce sont des morceaux qui, en fait, se sont isolés du contexte pour lequel ils ont été pensés, en fait. Ils sont devenus à eux entiers. La marche impériale ou le thème principal de Star Wars n'a plus besoin des films de Star Wars parce que c'est lui qui résume la saga sans avoir besoin des heures de C'est vrai. films. La musique d'Harry Potter, elle résume la saga sans avoir besoin des films. Voilà. Mais C'est en quand même fait, c'est plus. C'est tout vrai. simplement des leitmotifs. En fait, tu peux pas critiquer le fait que, enfin, c'est un format qui est répandu partout dans le cinéma. Alors, le leitmotiv, c'est un petit thème musical qui va permettre d'identifier un environnement, qui va identifier un décor ou un personnage. Et quand tu dis la marche impériale, c'est connu de tous, effectivement, c'est connu de tous. Mais en même temps, si tu commences à avoir un Star Wars où en fait tu vas pas mettre ce truc-là qui permet d'identifier et dire attention, on est dans Oui, le je suis même d'accord. univers, et ben en fait tu Complètement. perds aussi le spectateur. Et donc tu peux, enfin, c'est pas simplement jouer sur la fibre nostalgique, c'est à un moment tu peux pas enfin, moi je me mets à la place du compositeur qui a fait le dernier des Harry Potter. Putain, il aurait pas balancé deux trois sons, enfin le thème de Harry Potter ou je sais pas quoi, il se serait fait allumer le gars. Il pouvait pas mettre du, tu vois. C'est, alors je l'ai pas vu, hein, mais Ben moi, justement, à l'inverse, moi je trouve que on pourrait, je veux dire, je vois pas pourquoi. Si tu prends la prélogie, bah effectivement, donc déjà la marche impériale fait pas sens parce que l'Empire n'est pas là, mais elle est à peine utilisée, elle est utilisée dans le 3 à un moment où ça fait sens. Mais je veux dire, ça n'a pas empêché Star Wars 1 qu'on se dise c'est Star Wars, et pourtant tout l'univers graphique avait beaucoup changé. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient très différentes, d'ailleurs ça en a quand même perturbé, effectivement. Mais je sais pas, en fait, que tout au long de la saga Harry Potter, par exemple, je trouve que ça fait sens. C'est-à-dire que, bah oui, on est toujours au même endroit, on continue et tout, qu'on réutilise le thème d'Harry Potter à différents moments, pourquoi pas. Quand on crée une autre licence qui est dans le même univers, mais on veut raconter autre chose avec d'autres personnages, un autre corps, le fait de le rappeler, je peux pas m'empêcher de voir ça comme on n'assume pas trop et du coup on se raccroche un peu à ça parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Star Wars dans ses spin-offs n'a pas réutilisé, enfin si malheureusement, mais par exemple dans Rogue One il se sert très très peu de ça. Il a recréé toute une identité musicale tout en restant très Star Wars, mais a très très peu réutilisé les thèmes des anciens. Et moi je trouve que ça serait bien qu'on s'en détache complètement. On peut garder une identité, on peut garder un corps, que ça soit visuel ou sonore, tout en ne repompant pas les thèmes déjà créés en fait. Je vois pas pourquoi faudrait absolument, comme c'est le même univers, faudrait absolument toujours le même thème. Je suis pas d'accord. Eh ben c'est vrai. L'identité phonique, on peut la garder, les instruments, les choses comme ça, certains rythmes peuvent revenir, ça je suis d'accord, mais pour moi, réutiliser les mêmes thèmes à des moments qui en plus ne font pas sens parce qu'elles n'évoquent pas du tout ce qu'elles sont censées évoquer à l'instant T dans le film, bah pour moi c'est plus de la facilité quoi. je l'ai pas vu. Je sens ta frustration du dernier film. Donc moi, je l'ai pas vu. Je sais pas ce que ça. Ah, ouais, le film est très 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 frustrant. Oui, on n'est pas là pour en parler. Et en plus de ça, moi, encore une fois, je l'ai pas vu. Maintenant, je pense que, à mon avis, ça t'a marqué parce que c'était le thème. Et je suis pas sûr que du coup, vu que c'est un film qui t'est pas forcément, enfin, que t'as pas forcément eu en adoration,
que t'es retenu, peut-être il y a 20 tracks, tu vois, il y a peut-être 20-25 tracks, et en fait t'en as pas du tout retenu. Et c'est pas... Et peut-être parce que Et les oui, autres sont mais pas très inspirés. Si, c'est juste ce moment-là qui je trouvais faisait pas sens, c'est tout. Mais après, les autres, ça enlève rien au reste de qualité de la BO de ce film-là, en fait. C'est pas. Moi, je trouve juste que, effectivement, il y a des fois où peut faire sens, et il y a des fois où c'est utilisé comme un genre de grappin, un peu, histoire de jouer la note facile pour rappeler à tout le monde et titiller un peu la corde nostalgique, histoire d'être sûr de les avoir dans la poche quand bien même il y a le reste. En fait, c'est comme une espèce de difficulté d'assumer qu'aujourd'hui, bah, on fait un truc différent. Et donc, dans le doute de se vautrer, on va raccrocher à ça pour se dire, bah, peut-être comme ça, on est sûr qu'on va contenter un peu tout Ouais, le monde. mais là, en fait, je pense que c'est à la fois, ça s'entend avec ton opinion peut-être très justifiée, et du point de vue d'un producteur, ça peut être très justifié aussi, parce que Bien sûr. Ordos parlait de leitmotiv, et en fait, c'est clair que ça sert de leitmotiv. Moi, je voudrais élargir un petit peu en parlant de musique pour des films qui n'existent pas. J'ai tenté de retrouver une BO de Synthwave pour un deuxième film qui n'avait jamais été produit par un réalisateur, mais je l'ai oublié. Par contre, du coup, à la place, juste pour vous dire que, par exemple, John Carpenter a fait des albums qu'il a appelés Lost Themes, qui sont en fait censés être des thèmes pour des films qu'il n'a jamais fait, sachant que Carpenter est connu à la fois pour sa musique et pour ses films. Et puis, on va rester sur le même thème. Je pense que Lily, tu vas pouvoir nous en parler. Le dernier album de Carpenter Brut se vit comme une soundtrack d'un film. Et on reste dans un fucking leitmotiv. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans de la grosse synthwave qui fait penser à des films d'horreur des années 80. Sans avoir besoin même du film. Il suffit de la patte graphique sur la pochette, du style musical, pour savoir que ça devait être un très très bon film qui doit être sorti dans je ne sais quelle salle, un jour peut-être, mais en tout cas, voilà. Ouais, pour expliciter, Carpenter Brut, donc c'est un musicien français, enfin c'est un groupe, mais surtout un gars français qui compose. Alors il a quand même composé de la BO de film, il a fait la BO de Blood Machine, qui est un moyen métrage français, donc un court métrage en gros, ça dure 10-15 minutes, un moyen métrage ça peut durer jusqu'à 1 heure. Et il a fait ce moyen métrage pour qui il a composé la musique. Et en fait, tous ces albums autres qui ne sont pas des compositions de films, sont sous-titrés, sont titrés comme étant des BO de films, alors que ce n'est pas un film à proprement parler, mais il y a quand même une histoire derrière. Et tous ces clips tournent autour effectivement du même thème, un peu de l'horreur, du fantastique, style Lovecraft bon, Carpenter, hein, sinon il s'appellerait pas Carpenter Brut. Mais effectivement, ça rejoint toujours ce même thème et c'est composé comme étant une musique de film alors qu'il n'y a pas vraiment de film derrière. Mais après, pour revenir sur l'idée du leitmotiv, pardon, quand tu parlais par exemple des films Disney qui parfois, que des films en général qui reprennent un thème, le but effectivement c'est quand même quand tu regardes par exemple un film Disney, c'est que, bon, en général c'est pour les enfants, globalement, à l'origine, mais aussi, donc ils pensent aussi aux parents. Quand Disney produit un film, ils pensent aussi aux parents qui vont emmener leurs enfants voir un film. Et du coup, tu vois, par exemple, dans Le Monde de Nemo, mettre la musique de Joe au moment donné où t'as des requins, forcément ça va parler aux parents, ça va parler aux enfants parce que du coup ils sont trop jeunes pour l'avoir vu, peut-être qu'ils connaissent pas. En tout cas, ça va parler aux parents et du coup, c'est effectivement ce. Tu vois, quand les enfants vont sortir du film, ils vont se dire, bah c'est cool, j'ai vu un film qui était sympa, les parents vont se dire, ah bah il y a un truc qui m'a rappelé un film que j'ai vu il y a une époque. Jaws, pour nos auditeurs, c'est Les Dents de la Mer dans son nom original. Et du coup, c'est la même raison pour laquelle, alors ça sort du sujet complètement, mais pourquoi des fois il y a des blagues de sous-entendus dans des films pour enfants que les enfants vont pas comprendre mais que les adultes vont comprendre. Alors je t'en sors pas parce qu'il y en a plein, hein, j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais t'as toujours Ah bah, des blagues un peu graveleuses qui seront dites, mais que les enfants vont pas comprendre. un leitmotiv devenant effectivement un objet, un leitmotiv qui a marché, qui s'est répandu, devient un objet culturel, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il peut être servi pour faire référence, donc soit pour titiller la corde nostalgique, ou effectivement, il peut s'en servir pour être fait pour une blague référence que certains auront, mais qui feront marrer éventuellement. Enfin, effectivement, après, à partir du moment où c'est installé au sein d'une population, oui, après, on peut s'en servir pour toutes les utilités, on va dire. Parce qu'on sait que ça va évoquer quelque chose chez les gens. Je voudrais passer à élargir un tout petit peu, enfin aller peut-être un peu plus loin, pour parler toujours de bande son.
mais parler de la bande-son plutôt émotionnelle, parce que à mes yeux, en fait, la bande-son, il y a le contexte du film ou du jeu vidéo ou du média, peu importe, les souvenirs qu'on en tire, l'émotion qu'on a sur le moment, puisque on l'a dit, la bande-son vise à nous faire ressentir quelque chose. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on bouquine, quand on lit un livre? Parce que c'est écrit sur le papier et il n'y a pas de bande-son normalement avec. Et évidemment, je vais sortir ma petite carte Alain Damasio et sa Horde du Contrevent, puisque cet auteur de science-fiction français avait proposé à l'époque où il a sorti La Horde du Contrevent en 2004 de l'accompagner d'une œuvre musicale. Quand on achetait le bouquin chez les éditions La Volte, il y avait un petit CD à côté qui était censé accompagner la lecture. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on reprend finalement une bande-son qui vient d'un média très particulier et on va l'utiliser pour d'autres supports. Je pense aussi à toutes ces bandes-son qui ont été faites, mais alors là beaucoup plus tard, récemment, dans des expositions artistiques dans les musées. Vous pouvez aussi avoir des bandes-son qui vont servir en fait de trame pour que la personne qui visite l'exposition puisse en profiter, ressentir le son, ressentir la musique qui l'accompagne, etc. Donc il faut aussi penser que derrière la bande-son, il y a plein d'autres choses. Effectivement, quand tu dis ça, moi je pense à quand on a fait la fête des Lumières à Lyon, qui est effectivement très connue pour ses illuminations murales, architecturales, et qui est toujours effectivement accompagnée d'une musique. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle est composée, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est choisie, mais toujours accompagnée d'un habillage sonore pour accompagner les lumières, quoi. Donc c'est vraiment, ça rejoint vraiment ça. Alors est-ce que du coup la Horde du Contrevent, tu peux nous expliquer en quoi consiste la musique? Est-ce que c'est plutôt du classique? Est-ce qu'il y a des compositions, je veux dire, c'est de la musique, non, électro? c'est un peu, comment dire, c'est de la musique pop avec des éléments de musique électronique un petit peu expérimentale. On est vraiment sur du thème. On n'est pas sur de la musique classique à proprement parler, hein, clairement pas. Alors, petit fun fact, d'ailleurs, ça rejoint un peu ça. J'ai découvert le tout premier jeu Dune bien après avoir lu les livres. Et aujourd'hui, quand je relis Dune, j'écoute l'OST du premier jeu Dune. Jeu vidéo. Pendant que je lis. Et ouais, le premier jeu vidéo, ouais. Et ça marche hyper bien. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo et je trouve que la boucle se boucle bien. Et ça me fait toujours rire de faire ça et en même temps je trouve que ça marche hyper bien. Donc comme quoi le premier jeu avait effectivement assez bien cerné ce qu'était Dune. Moi je voudrais revenir juste sur une petite chose niveau jeu vidéo effectivement où j'ai rarement vu ça. Et on va reboucler avec mon début, je vais parler de Nier. Dans Nier Replicant, il y a un moment qui je pense a été fait par économie de moyens, mais en même temps qui fait sens, c'est-à-dire qu'il y a tout un moment où on va dans la forêt des rêves, et tout le jeu du coup parle des rêves, et à partir de ce moment-là, en fait, le jeu passe en jeu textuel. C'est-à-dire que on est à un écran noir, un texte défile en blanc, et on va donc appuyer sur les actions pour faire défiler les phrases au fur et à mesure. Et le jeu choisit très bien les morceaux de phrases qu'il affiche au fur et à mesure, puisqu'il prend tout l'écran. Donc en fait, il pourrait afficher tout le texte d'un coup s'il le voulait. Et c'est pas ce qu'il fait. Il va afficher au fur et à mesure de l'action, et la musique va varier grâce à ça. Parce qu'en fait, en fonction du moment où on appuie, du moment où on en est dans le texte, le jeu sait s'il doit passer sur la variation épique, parce qu'on commence à rentrer, je sais pas, dans le combat ou quoi. Et ça donne un moment très très fort. Alors je sais pas si on pourrait appeler ça de jeu vidéo, mais en tout cas d'interaction littéraire avec la musique. Et du coup, en fait, on se laisse complètement bercer par ça. Et pour les gens qui sont pas fermés à la lecture quand ils jouent à un jeu vidéo, bah en fait, ça marche hyper bien et on se laisse emporter par la musique et par la lecture. Et donc, typiquement, le jeu nous demande d'imaginer les choses et va nous aider par la musique à les imaginer et à nous entraîner dans cette aventure, et ça marche super bien. Et donc en fait je rêve d'un jour d'avoir des bouquins comme ça entièrement faits avec cette narration là que je n'avais jamais vue. Ah bah vas-y mec, monte ta boîte, hein. Non mais on monte une boîte, on reprend un peu le concept de la liseuse mais avec un casque connecté qui t'envoie de la musique en fonction de la page sur laquelle tu es, et je pense qu'on a gagné. Voilà. Je pense que ça existe déjà, ça s'appelle Ça s'appelle Book Track. Putain, mais quel tueur d'idées, lui.
Je termine. Ça existe déjà plus ou moins, ça s'appelle des livres audio, hein, je pense. Je pense que du coup, en fait, on a compris que en fait, la bande-son, elle permet aussi de focaliser un moment qui va rester dans notre mémoire. Donc, pas seulement pour les bouquins, pour les films ou autres. Et voilà, comme on va bientôt clore le podcast, je voulais quand même rappeler à votre mémoire quelqu'un qui n'est toujours, qui est pas mort, qui est encore vivant, mais qui s'appelle Brian Je Eno. rappelle à notre mémoire. Oui, je rappelle à votre mémoire Brian Eno, qui est quelqu'un de très très sympa et qui avait produit un album dans les années 70 qui s'appelle Music for Airport, qui était un album de musique ambiante avec tout un petit texte à l'intérieur qui expliquait que pour lui la musique, donc la musique en fait qu'on appelle classiquement d'ascenseur, c'était une musique à prendre en tant que telle et que elle permettait d'habiter les lieux. Voilà, on était dans les années 70, on était encore en pleine réflexion. Brian Eno, il est connu parce qu'il a produit et Windows 95, Coldplay, mais il a aussi fait le son de Windows 95. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quel Gugus. Et accessoirement, il était dans un des membres fondateurs de Roxy Music, un groupe des années 70 de glam rock. Voilà. Donc intéressant aussi de se dire que finalement, on met aussi nous-mêmes de la musique chez nous. Et c'est un peu la bande-son de nos vies. Et j'ai pas encore parlé de ceux qui vont courir avec de la musique de motivation pour les pousser à courir. Et j'ai pas fini de parler que vos plateformes Spotify et Deezer, en vous proposant des musiques par rapport à ce que vous aimez en fonction des thématiques, elle ne fait que reprendre finalement le code de la bande-son des films. Voilà. Eh ben merci pour cette belle conclusion, Chacha. C'est une bien belle conclusion. Hein. Là, on pourrait avoir, tu sais, un petit son qui fait la révélation. Tu sais, genre, oh là là, mais il a tout dit. En si peu de phrases, il a vraiment tout dit. Mais non, j'ai pas tout dit, on aurait pu encore en discuter. Ouais, on pourrait parler du fait... On pourrait parler du clip de campagne de Jacques Chirac, mais bon, ça... Ouais, on pourrait... Ouais, là, on s'éloigne. Parce que c'est aussi la bande-son de campagne présidentielle, ça existe non. aussi. Ouais. On fera peut-être une émission consacrée à ça. Il y a Usul qui a déjà fait, un Voilà. épisode dessus. Ouais, Ça c'est possible, ouais. Qui ça? Usul a déjà fait un épisode dessus. Ah. Usul a fait un épisode dessus dans Ouvrez l'Élysée. Il a parlé de l'intérêt des meetings présidentiels. Et du coup, il parlait des musiques effectivement utilisées dans les meetings. Moi, ça fait penser au générique qu'il avait fait. Je crois que c'est anciennement les Républicains. Non, c'était quoi? UMP, avant d'être LR. La musique qu'il a fait avec les jeunes. Ceux qui veulent changer. On pourrait faire un épisode entier là-dessus. Voilà. Hein. Tu sais. Autre musique mais alors culte. que sur du populisme. Tu sais, parce que ça serait fou. Tu prends tous les vieux trucs de campagne de populistes et tout machin et tu regardes un peu quelle musique, quel truc. Attention, Jacques Chirac était pas c'est pour populiste. ça. Je te parle juste des partis populistes. Mais de plusieurs pays, tu vois. Et tu regardes la musique. Non? Ok. Dans ce cas-là, on va parler de terminer. l'hymne, des hymnes des partis fou. politiques, l'international. tu vois. Putain, mais Parce bien que sûr c'est qu'on pourrait aussi faire ça. comme une musique. Tiens, on pourrait parler de musique et de politique, ouais. Tiens, pour une fois. Allez, Non, on va pas faire ça ça, ça va gagne. être tendu. Ça sera un épisode qui fera polémique. Ouais, on va faire tous nos auditeurs là. Je pense qu'à moins d'avoir des gros gauchos, islamo-gauchos, woke, tout ce que tu veux, tout fou et tout, cette horreur, je pense qu'on va perdre. S'il y a des gens qui votent Zemmour ou Marine Le Pen qui nous écoutent, on sait jamais. En même temps, tu sais, Michel Sardou, c'est de la pop culture, et pourtant, on sait très bien que c'est un hymne de droite. Hein. Ouais. Comme Renaud, pendant longtemps, c'était de la pop culture, il a été un hymne de gauche. Il y a longtemps. Mhm. Bon, en tout cas, Dans tous les cas, aujourd'hui, les bandes son, qu'elles soient de films, de jeux vidéo ou autres, c'est quand même effectivement non seulement un marqueur qui peut devenir un leitmotiv qui va nous évoquer des choses, mais c'est aussi quelque chose qui va caractériser l'identité et du coup complètement s'intégrer à la pop culture et à tout ce qui est lié à ses œuvres. Harry Potter en est un très très bel exemple et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup des œuvres qu'on porte comme culture fièrement ne seraient pas ce qu'elles sont sans leur bande son. Effectivement. Eh ben, écoutez, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à très bientôt sur notre podcast Pop Culture. Ah oui, et écoutez-nous sur PodCloud. PodCloud a fait un épisode sur et nous. puis écoutez les BO qu'on a conseillés.
Salut. Allez, ciao tout le Bisous. monde. Des bisous.